sachant que je n'ai pas tendance à parler très fort. Il y a des micros. Est-ce qu'au fond, vous entendez ou est-ce que c'est préférable qu'on ait un micro? Il y a des micros, si tu veux. Je sais pas, il les a préparés. Oui, je sais. Je me dis que si on peut s'en passer, c'est pas mal. Donc, bienvenue et bonjour à tous. Merci d'être là. Donc moi je suis Véronique Jal, je suis directrice de publication du Connecteur, qui est un média en ligne qui s'intéresse à l'entrepreneuriat, à l'innovation et puis plus largement à tout ce qui va être transformation sociale et sociétale. Et dans ce cadre, le Connecteur anime depuis, je ne sais plus, 5 ou 6 ans, un club Open Innovation et Impact qui regroupe 12 à 15 personnes qui sont elles-mêmes dans cet écosystème de l'entrepreneuriat, de l'innovation, d'une manière assez large, et qui viennent chercher au club 3 types d'apports. Le premier, qui est un peu nouveau cette année, c'est la découverte d'écosystèmes qu'on côtoie, mais qu'on connaît parfois insuffisamment bien. Donc chaque séance, il y en a 8 chaque année, chaque séance se déroule dans un univers différent. Donc on a démarré au mois de novembre avec la découverte à la Maison de l'Innovation qui est au sein du campus des CESO et qui nous a permis de découvrir les plateaux techniques dont dispose l'université, qui sont ouverts en fait aux collaborations privées. La prochaine séance, on va changer complètement d'univers pour aller découvrir cet écosystème de la jeunesse engagée au travers de l'Utopie, sa nouvelle cantine solidaire. Voilà. Et on va continuer comme ça. Donc ça, c'est une première brique. La deuxième brique, c'est l'apport méthodologique et le développement d'une culture autour de l'innovation et de l'impact au travers de la prise en main d'outils méthodologiques. Eric vous en présentera quelques-uns tout à l'heure. Et le troisième volet, c'est le co-développement professionnel. Donc là, l'idée, c'est toujours de partir d'une des problématiques des membres et de travailler collectivement avec d'autres regards à résoudre une problématique. Donc voilà, en résumé, le principe de fonctionnement du club. Vous avez aujourd'hui 2 membres de ce club. Éric Perrault, fondateur de Via Pando, je pense que tu te présenteras, qui a une double casquette. Il est animateur de la partie méthodologique. Et bonjour, je vous en prie. Il y a des places. Vous avez des places devant, comme toujours, si vous le souhaitez. C'est atelier RSE transition, voilà. Oui, c'est ça. Donc voilà, je disais double casquette, membre du club et animateur de la partie apport méthodologique. Et Charline Spécial, qui est, elle, chez Baby Move et qui nous racontera un petit peu quelle est sa mission. Voilà, on devait avoir également Raphaël Poujon avec une double casquette, Centre-France, la montagne et Convention des entreprises pour le climat du Massif central. Malheureusement, il a le Covid. Ça revient, donc voilà, donc en fait, on aura plus de temps pour discuter. Donc voilà, et chaque année, donc c'est devenu une tradition puisque ça fait 3 éditions du Forum French Tech et 3 éditions sur lesquelles nous sommes présents avec un atelier. Voilà, chaque année, on essaie de renouveler un peu le sujet. Donc cette fois-ci, notre thème, c'était Lost in Transition, avec l'idée de se dire finalement aujourd'hui, tout le monde, a priori, sait que nous sommes face à une problématique assez majeure. Eric y reviendra tout à l'heure, hein, mais enfin, voilà, on sait que 6 des 9 limites planétaires sont dépassées. Enfin, y a un vrai questionnement sur la manière dont, à titre individuel, mais aussi beaucoup au titre de l'activité économique, comment vont s'amorcer ces transitions qui sont nécessaires. Et on sait aussi qu'aujourd'hui, on a tout un vocabulaire avec des mots plus ou moins, j'allais dire plus ou moins creux, ou plus ou moins pleins. On parle alors de RSE, on parle de développement durable, on parle d'économie régénérative, d'économie d'impact, d'économie circulaire. Et parfois, en fait, il faut creuser un peu pour identifier ce qu'on met derrière les mots. Et puis, au-delà des mots, voir concrètement comment ça peut se traduire dans une entreprise. Voilà, une entreprise comme Baby Move, concrètement, quel est l'état de sa réflexion et puis surtout de ses actions. C'est ce qui nous intéresse de creuser aujourd'hui. Donc voilà, alors je vous ai préparé, hop, bon, ça, on s'en fiche.
le traditionnel petit klaxon. Ceux qui nous connaissent savent qu'on passe souvent par là. L'idée, c'est pas que vous ne vous exprimiez que par écrit, mais c'est que parfois c'est plus simple. Donc voilà, et en fait, on avait envie de savoir pourquoi vous étiez là aujourd'hui, qu'est-ce qui vous avait interpellé dans le sujet, et finalement, est-ce que vous aviez des questions préalables auxquelles vous espériez que cet atelier réponde. Donc si certains veulent prendre la parole maintenant rapidement pour dire en 2-3 mots pourquoi vous êtes là, ou l'écrire, et on ira voir. Et comme ça, Eric, je te laisse t'installer et te présenter. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose? Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Non? Ah, oui. Moi, parce que je suis dans la Convention des entreprises pour le climat en tant que coach. C'est pour ça que je prends la parole. S'il y avait besoin d'en parler, que Raphaël n'est pas là, je peux vous parler. D'accord. Eh bien, très bien. Donc, du coup, tout ce qui est autour de la transition, comme on travaille sur le sujet avec les entreprises. Parfait. Quelqu'un d'autre? Oui. Du coup, Yannick Fabien, on a, avec mon associé Mathias, monté une start-up il y a un peu. Et du coup, on essaye de mettre en place plusieurs choses au niveau justement RSE et de bonnes pratiques, on va dire. Donc voilà, ça nous intéresse de voir un peu ce qui se fait. Merci. Vous partez parce que vraiment ça vous plaît pas? C'est pas sujet, c'est pas le bon atelier. C'est Pas le bon atelier. Ok, très bien. Merci. Eh bien, Eric, je te cède la parole. Bonjour tout le monde. Bon, il y a déjà pas mal de personnes qui me connaissent. Donc, je m'appelle Eric Perrault. J'ai effectivement une agence qui s'appelle Viapando, dans laquelle on accompagne les entreprises sur des logiques de développement durable, d'intégration de l'économie circulaire dans les modèles économiques. Il y a pas mal de choses comme ça. On peut faire de l'éco-conception aussi, à la fois sur la chaîne de valeur ou sur un produit ou un service. Et donc je fais partie du Club Open Innovation depuis sa création et je le co-anime depuis 2 saisons sur des apports méthodologiques, donc d'outils qui permettent de réfléchir à comment résoudre des problématiques aujourd'hui qui intègrent tous ces enjeux sociaux, environnementaux auxquels on doit faire face. Enfin, nous, les entreprises, tout un chacun. Et donc, moi, je vais vous parler un peu de modèle économique quand même, parce qu'en fait, c'est quand même le nerf de la guerre. Si on parle de développement, c'est comment on arrive à construire des modèles qui vont répondre à tout ça aussi. Et aujourd'hui, on s'y perd un peu justement dans durable, circulaire. On parle beaucoup de régénération maintenant, hein, c'est le mot qui est à la mode depuis, voilà, mais c'est pas qu'une mode, vous allez voir, il y a une vraie logique derrière ça. On parle encore beaucoup de RSE, ça fait plus de 30 ans hein, que la notion de RSE est arrivée, et voilà, donc l'idée c'était, alors c'est un sujet, on pourrait je pense passer largement plusieurs heures dessus, là j'ai 15 minutes, donc vous allez voir, on va survoler quand même assez rapidement. C'est pas une plainte, hein. Donc tous les ans, il y a un baromètre de la RSE qui est publié. Donc moi, quand il sort en général au printemps, donc je vais dedans pour voir où on en est de l'évolution, du nombre d'entreprises qui prennent en compte ce genre de choses dans leur démarche, ainsi de suite. Donc quand on regarde les chiffres positifs, on se dit ah, c'est plutôt pas mal en fait. Il y a l'air d'y avoir de plus en plus de monde quand même qui s'intéresse à ça. Et puis en fait, le revers, c'est que, ben, oui, mais quand on regarde aussi au fond dans les actions, ça ne produit pas beaucoup de choses, ça ne produit pas forcément non plus beaucoup de valeur. Et il y a encore beaucoup de freins, c'est encore limité à très peu de personnes dans l'entreprise, c'est rarement mis au cœur de la stratégie de l'entreprise, c'est souvent géré comme quelque chose qui est à côté de la stratégie. Comme si on pouvait faire du développement durable sans le mettre au cœur de la stratégie. On sait que c'est globalement pas possible. J'ai remis ça parce que en fait, le développement durable, c'est le socle en fait commun à la planète, d'accord ? C'est en fait quand les 17 objectifs de développement durable ont été mis au point, c'était un socle commun pour notre développement. Donc c'est quand même bien de le rappeler. Et il y a une notion que je voudrais introduire tout de suite, c'est qu'en fait, notre modèle, il est fondé sur le capital naturel. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'a pas
ce capital naturel, il n'y a pas de modèle économique, il n'y a pas de modèle de société. C'est pas possible. Donc en fait, ces trois sphères que vous allez retrouver après, et donc la biosphère, qui est notre environnement naturel, ça c'est ce qui constitue le socle de notre société et de notre capacité à avoir un modèle économique. La preuve, là où il n'y a pas de nature, là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'activité économique. Sinon, il y a longtemps qu'ils auraient développé des choses. Et du coup, ces trois sphères, on les retrouve, elles sont indissociables. On ne peut pas avoir une sphère économique si on n'a pas cette sphère humaine. Et cette sphère humaine, elle n'existe pas si on n'a pas la nature, d'accord? Et les services écosystémiques, dont on va parler juste après. Donc ces fameux services écosystémiques, les services rendus par la nature à nos activités, il y a des gens qui sont amusés à essayer de les chiffrer, d'autres qui disent qu'il ne faut surtout pas les chiffrer, la valeur est infinie, sans nature, il n'y a pas de vie, donc il n'y a pas de modèle économique. Mais il y a quand même des gens qui se sont amusés, et en fait, on arrive à des proportions, si on les interprète, qui disent qu'il faut 1,5 € de services écosystémiques pour produire 1 € de PIB. Ça, le PIB, ça parle à tout le monde, voilà. Et donc, en fait, en gros, ça veut dire, sans la nature, il n'y a pas d'économie. Et il faut 1,5 € de nature pour produire 1 € de PIB dans l'économie, celle qu'on connaît, avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Donc ça, c'est voilà. Alors, ces chiffres-là sont contredits, parce qu'on a affaire à des grands scientifiques, des écologues, des gens comme ça, ils ont plusieurs façons d'aborder ce sujet-là, mais c'est facile à comprendre. 85% de l'alimentation de notre planète, de l'humanité, dépend des pollinisateurs. Si on supprime des pollinisateurs, on supprime notre capacité à nourrir la planète. Donc ça, c'est un service écosystémique qui génère une activité économique. Et donc, j'ai réintroduit ça, donc ça c'est pour ceux qui ont l'habitude de naviguer dans les modèles économiques, ils connaissent forcément Osterwalder. Un modèle économique, c'est fait pour créer, délivrer et capturer de la valeur. Et on va voir que le développement durable, on reste toujours dans cette logique-là, sauf qu'on va changer les composantes de pour qui on crée de la valeur, en fait. Alors, dans ce vaste sujet du développement durable, il y a quelque chose qui est arrivé il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années, qui est l'économie circulaire. C'est-à-dire l'observation du vivant. Un écosystème vivant est un écosystème circulaire. Le vivant ne produit pas de déchets, les déchets servent toujours à alimenter quelqu'un d'autre, une autre partie de l'écosystème. Et c'est ce qui fait que les écosystèmes arrivent à survivre. Dès qu'on arrive à rompre cet écosystème, ben on le met en danger. Des fois, l'intervention de l'homme peut vraiment avoir un effet négatif sur un écosystème. Au Canada, à un moment donné, ils ont voulu éradiquer les prédateurs des grands cervidés. Les cervidés, du coup, ont détruit la forêt. Donc, à un moment donné, la nature, elle se régule d'elle-même. Il ne faut pas aller à son encontre parce que c'est ce qui maintient la vie dans l'écosystème. Et donc, l'économie, une des définitions moi, que j'aime bien, qui est celle de la Fondation Ellen MacArthur, parce que si on la décrypte, l'économie circulaire est un cycle de développement. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on arrête de se développer. C'est bien du développement positif, continu, qui préserve et développe le capital naturel. Donc, cette notion de préservation, elle est présente déjà dans cette définition. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on préserve, vous allez voir, qu'on régénère, d'accord ? Préserver, ce n'est pas régénérer, et c'est pour ça qu'on va parler d'économie régénérative après. Vous avez le droit de m'interrompre hein, s'il y a quelque chose qui est pas clair. Et donc, le véritable enjeu aujourd'hui, c'est de passer de notre économie qui est considérée comme linéaire, c'est-à-dire on extrait des ressources du sol, on fabrique
tout un tas d'objets pour notre quotidien. Et tout au long de cette chaîne-là, on produit un certain nombre de déchets. D'accord, donc aujourd'hui, on est dans une surexploitation des ressources, qui fait qu'au mois de juillet, on vous annonce qu'on a dépassé les capacités de la Terre à produire des ressources. Donc on est à peu près à 1,7 fois en moyenne sur la planète, la capacité de la Terre à nous approvisionner en ressources pour nourrir nos modèles économiques. Une économie circulaire, régénérative, qui va permettre de se dire « je ne consomme pas plus que ce que la nature peut me donner, et je suis même capable de régénérer ces ressources pour pouvoir continuer mon développement. » Donc c'est sûr que dans le modèle économique, eh ben, il va falloir travailler sur tout un tas de choses qui ne sont pas juste le recyclage. En économie circulaire, nous on considère que quand on est au recyclage, c'est qu'on a raté tout le reste avant. Donc il y a plein de manières de travailler les choses pour éviter d'en arriver là. Parce que recycler, ça consomme aussi de l'énergie et ce n'est pas toujours la solution. Donc en gros, il y a un changement de modèle qui n'est pas neutre et qui n'est pas facile. C'est pas facile de passer de ça à ça. J'ai interrogé des gens en bas qui font des petits objets super intelligents. J'aurais dit, compte tenu des fonctions, est-ce que vous les avez fait avec des matières recyclées? Ils m'ont dit non, parce qu'on n'a pas trouvé, il y avait des coûts économiques, ça ne rentrait pas. Donc voilà, on peut avoir l'intention d'eux, ce n'est pas forcément pour ça qu'on va y arriver. Ce n'est pas simple aujourd'hui, mais en tout cas... Et on verra ça avec Charline tout à l'heure. Voilà. Alors, l'économie régénérative, puisque ça fait, allez, 4-5 ans que le mot est apparu, peut-être un petit peu plus, mais pas guère. En fait, il y a des chercheurs qui se sont penchés vraiment sur le sujet, hein, pas moi. Hein. Un grand nombre de gens qui sont dans les universités se sont penchés sur le truc, ils ont fait une véritable étude. Et en fait, ils ont réussi, et c'est ce que je vais vous montrer après, à reséparer un peu les choses entre durable, circulaire, régénératif. Mais la conclusion, c'est qu'il n'y a pas une véritable définition de l'économie régénérative qui fasse foi aujourd'hui. Il y en a 40, chacun a la sienne, et ainsi de suite. Donc moi, j'ai mis un petit extrait du rapport de la CEC qui est paru au mois de fin octobre l'année dernière. La CEC? Il y a des gens de la CEC. Non, mais tu peux développer. La Convention des entreprises pour le climat, pardon. Merci. Et eux, ils disent, régénérer, c'est aller au-delà de la réduction d'impact négatif. On voit bien que si on se contente de réduire nos impacts négatifs, on ne va pas forcément régénérer, parce que régénérer, c'est vraiment, puisqu'on consomme 1,7 fois la planète aujourd'hui, il faut vraiment aller au-delà pour que ça puisse fonctionner. Ou de leur neutralisation. Neutralisation, c'est un mot que tout le monde connaît, on parle de neutralité carbone aujourd'hui, on va vous parler de neutralité dans la consommation d'eau, bientôt, c'est les choses qui sont en train de se préparer, pour s'engager vers la génération d'impacts positifs nets pour les écosystèmes et la société. Les deux sphères, vous savez, la sphère biosphère et la sphère société, si on ne régénère pas ces deux entités-là, l'entité économique qui est au-dessus ne fonctionnera pas. Donc en fait, on met en péril notre modèle aujourd'hui économique. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la théorie du donut de Kate Raworth. Ça a déjà maintenant plus d'une vingtaine d'années, pas loin. Et en fait, déjà, elle introduisait la notion de limite planétaire. C'est 9 limites qu'on va voir juste après qui sont autour. Voilà. Et la limite qu'elle appelle le plancher social. Et en fait, notre espace de développement, il est au milieu. Donc normalement, on ne devrait jamais sortir de ça. Il y a des petits scandales qui sortent actuellement, par exemple, là, on arrive en période de Noël, tout le monde va acheter beaucoup de chocolat. Et là, il y a des scandales qui sortent justement sur la surexploitation, le fait que ce sont des enfants de 10-11 ans qui ramassent les fèves de cacao, vous voyez, donc ça c'est le plancher social, où votre modèle économique ne contribue pas au développement de l'humanité, en tout cas pas de manière éthique et équitable.
Et malheureusement aujourd'hui, comme le disait Véronique tout à l'heure, les limites planétaires, on en a déjà passé 6. Ça veut dire qu'on est déjà au-delà de la capacité de la planète à alimenter nos modèles. La 6e, c'était le cycle de l'eau douce qu'on a dépassé l'année dernière. Et c'est plusieurs centaines de millions de personnes sur la Terre qui sont directement impactées par ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité des eaux douces baisse et qu'il y a des populations entières qui dépendent de la qualité de ces eaux pour s'alimenter. 5 minutes, tu montres? Je suis là. Hein. Bon, mais tout le monde avait déjà vu les limites planétaires. Je passe rapidement. Moi, j'aime bien cette image d'Openland parce que ça montre bien en fait comment on doit organiser un petit peu les choses et pour cette fameuse économie régénérative. Il y a un capital naturel, vous savez, la biosphère en bas, là, voilà. Ce capital naturel, aujourd'hui, il est composé des ressources qui alimentent nos modèles, parce qu'il n'y a pas de modèle économique sans ressources. Hein. Les fois, les gens ils disent, nous, on est dans les services. On n'a pas de ressources. Bah, non, si vous avez des bureaux, vous avez des ordinateurs, vous avez tout un tas de choses comme ça. Vous exploitez des ressources pour pouvoir délivrer, vous avez des applis numériques, vous avez des choses. Donc, vous exploitez des ressources. La biodiversité, qui malheureusement s'éteint un peu trop rapidement. Or, on sait que c'est elle qui nous amène les solutions, ces fameuses solutions fondées sur la nature. Et le climat. Le climat, c'est facile à comprendre. Aujourd'hui, on a un climat qui permet à la Terre d'être habitable, tout simplement. Ben, si on ne prend pas soin du climat, demain, et c'est déjà le cas si vous allez interroger les gens en Mauritanie, vous allez voir qu'en Mauritanie, c'est pas si loin que ça de chez nous. En Mauritanie, il y a 80% du territoire de la Mauritanie qui est inhabitable. Impossible d'essayer de mettre de la vie sur ces territoires-là. C'est pas très loin. Donc il faut maintenir des conditions d'habitabilité, parce que s'il n'y a pas d'habitabilité, il n'y a pas l'humain. S'il n'y a pas l'humain, il n'y a pas de modèle économique. Et vous avez le socle en bas du capital économique et humain, où on introduit des notions, bien sûr, ce fameux sens dont tout le monde parle aujourd'hui, mais aussi les notions de commun, de coopération. Donc ça, c'est un vaste sujet, les communs. Si on commençait à en discuter ici, on y serait encore ce soir. De création et de répartition de la valeur. L'exemple du chocolat, c'est totalement ça, en fait. D'accord? À un moment donné, le chocolat, il est organisé avec des brokers. Ben, les gens qui capturent la valeur au milieu de la chaîne de valeur ne sont pas ceux qui produisent la fève de cacao et pas ceux qui la transforment au bout. D'accord? Et donc cette capture de la valeur fait que c'est impossible de rémunérer correctement les gens qui sont au début de la chaîne de production. Alors, il y a encore beaucoup de chemin avant d'être dans une économie et dans un développement régénératif, puisqu'aujourd'hui... Il te reste 5 diapos? Non. Bah, alors. On n'est pas tout à fait durable aujourd'hui, un accord, on est encore assez dans le conventionnel, et la COP28 nous rappelle que l'on est encore dans le business as usual. Hein, c'est COP28, là où elle se passe, moi je veux bien qu'on nous dise que c'est pour apprendre à ces gens-là à devenir plus verts, mais à mon avis c'est pas gagné. Donc, de toute façon, on les partagera les documents s'il y a des gens qui les veulent. Mais bien sûr. Voilà. Donc ça c'est en anglais, c'est pas en français. C'est juste pour comprendre que quand on travaille sur des modèles économiques régénératifs, les parties prenantes dans la partie bleue qu'on va intégrer dans le modèle vont bien au-delà des clients ou des fournisseurs qu'on a l'habitude de mettre dans un modèle économique. Ici, vous voyez, on met la société dans son ensemble et la nature. C'est-à-dire en quoi notre modèle économique va créer de la valeur pour la nature. Et ce qu'on a autour, c'est bien ce fameux modèle économique avec comment je crée de la valeur, comment je délivre de la valeur et comment je capture de la valeur pour les différentes parties prenantes de mon écosystème. Donc ça veut dire que pour construire un modèle économique régénératif, il faut se poser un peu plus de questions qu'on ne s'en pose aujourd'hui dans les modèles économiques. Et celle-là, c'était pour faire une conclusion à durable, circulaire, régénératif. En fait, on peut avoir un modèle circulaire qui n'est pas régénératif
On peut avoir un modèle durable qui n'est pas circulaire, ni régénératif, et ainsi de suite. C'est des notions qui ne sont pas contradictoires, mais plutôt complémentaires. D'accord ? Et donc, à l'interface de tout ça, on a un certain nombre de choses à faire. Voilà, et très rapidement, les outils avec lesquels on travaille. Donc moi j'appartiens à une communauté qui s'appelle Circulab, on est une centaine d'experts en économie circulaire, design circulaire, enfin tout ce qui sont les nouveaux modèles régénératifs. Et on travaille forcément donc avec des chaînes de valeur complètes et circulaires. Donc ça, le Circular Canvas, c'est à la fois un outil d'exploration et un outil d'éco-conception. Le Circular Canvas, qui est un business model Canvas, mais qui intègre les notions d'impact et les notions de circularité. Donc ça vous change un petit peu du BMC classique. Et la Partner Map, où là, on a fait des exercices l'année dernière au Club Open Innovation avec cet outil, qui est justement, puisque ce qu'on sait, nous, dans cette économie-là, c'est qu'aucune entreprise, seule, ne trouvera la solution. Puisque les causes sont systémiques, les solutions sont systémiques. Et donc, c'est comment j'intègre mon écosystème en partenariat, en coopération, pour arriver à délivrer de la valeur tout au long de cette chaîne de valeur dans mon écosystème. Et donc, ça, c'est quelque chose qui doit intervenir très, très, très tôt dans les projets, de manière à gagner du temps, gagner beaucoup d'argent, et ainsi de suite, pour arriver à développer des systèmes qui vont être efficaces. J'ai terminé. Tu vois, je suis dans la... C'est parfait. Merci beaucoup, Eric. On va essayer de garder un moment à la fin, voilà, si vous avez envie de réagir ou d'interroger Eric ou Charline. Là, l'idée, justement, Je me recule. Justement, l'idée dans la philosophie du Club Open Innovation Impact, c'est aussi de dire finalement ce contexte, on va dire, assez préoccupant, on peut même enlever le assez, tout le monde le partage aujourd'hui. La question, c'est comment on passe à l'action, et notamment quand on est voilà, une entreprise comme Babymove qui fait produire, mais qui contribue par son activité aujourd'hui à générer vraisemblablement des impacts négatifs, mais qui a une réalité économique, qui a des salariés, qui a des partenaires. Et donc comment, quand on est dans ces situations-là, comment est-ce qu'on peut engager la transformation? Et l'idée, c'est de ne pas être manichéen, de ne pas jeter l'opprobre en fait sur les activités qui existent aujourd'hui, mais de voir comment elles peuvent engager une réelle transformation. D'où voilà, la présence de Charline aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux déjà te présenter et nous expliquer par rapport à voilà, tout ce qu'on vient d'entendre, quel est le chemin qu'a pris Babymove et comment ça se traduit aujourd'hui? Alors, donc déjà, je suis Charline Spézial, je suis responsable marketing produit chez Babymove. Est-ce que vous l'entendez? Non. D'accord. Donc, je dois prendre le micro, c'est ça? Peut-être. Il paraît que je vis dans un dessin animé, donc j'ai une toute petite voix. Moi, je m'entends pas comme ça, non. Alors, hop, est-ce que c'est bien ce bouton-là? Oui, il est là le bouton. Après, sinon, je fais un effort pour essayer de porter plus. Il y en a hein. un autre là. Ah, c'est bon, tu es bon. Voilà. Oui, voilà. C'est bon, vous m'entendez mieux? Oui. Non? Si? À peu près. À peu près. Donc, je suis Charline Spézial, je suis responsable marketing produit chez Babymove depuis 2019 où j'ai intégré l'entreprise. Donc en fait, mon rôle, c'est d'être responsable de l'offre en fait des produits que l'on vend chez Babymove pour les deux marques que l'on a, Babymove et Badabul, et pour tous les marchés en fait sur lesquels on vend. Donc en France, mais aussi en fait en Europe, aux États-Unis, en Asie, sur la partie internationale. Donc chez Babymove, en fait, c'est vrai, on produit des produits pour bébés, sur le secteur de la périculture. Donc en fait, on vient aider les parents quand ils viennent d'avoir un bébé à s'équiper en fait pour vraiment pouvoir s'occuper de leur bébé.
Et en fait, on a eu cette démarche en fait de comment on produit mieux et différemment à partir de 2020. Donc c'est notre démarche qui s'appelle la démarche Green Move. Donc elle est venue en fait cette idée aussi par le constat et tout ce que tu as présenté, Eric, c'est aussi des choses en fait sur lesquelles on a fait ce constat-là. Aussi par des études consommateurs où c'était une préoccupation justement encore plus forte en fait quand on devient parent, on se pose encore plus la question de comment on a besoin de s'équiper, mais comment on le fait mieux. Et donc on a commencé en fait à mettre notre démarche donc de Green Move en place en se reposant les questions de comment en fait on peut produire différemment. Donc dans les matières qu'on utilise pour qu'elles soient sur des matières recyclées, sur des matières biosourcées, comment en fait on utilise peut-être aussi moins de matières dans le design en fait de nos produits en disant on va utiliser moins de pièces, elles vont être plus faciles aussi à produire moins de déchets en fait dans la production, de repenser aussi le lieu de production pour qu'on produise à côté en fait du lieu de vente. Donc en se disant on a une partie notamment sur la partie textile en fait, comment en fait on va produire en Europe parce que en fait ça va être des produits qui vont être majoritairement vendus à cet endroit-là. Une réflexion même sur nos marchés américains en se disant comment on peut produire plus près en fait peut-être aux États-Unis ou au Mexique pour justement vendre à ces endroits-là. Et donc petit à petit en fait la démarche elle a commencé à se mettre en place. C'est des choses qui évoluent aussi parce qu'en fait il faut se structurer, c'est toute une démarche qui doit faire un petit peu son chemin. Et l'axe en fait que l'on a aussi pris récemment, depuis l'année dernière, c'est autour de la durabilité de nos produits. Donc une grande partie de nos produits sont garantis à vie, donc ça veut dire que en fait, quand on est consommateur, si le produit en fait est endommagé, ça veut dire qu'il va être réparé. Et notamment, donc, c'est l'utilisation de pièces détachées pour pouvoir justement réparer nos produits. Et donc, sur l'axe de la durabilité, fait aussi partie donc, la réparabilité des produits. Et donc, depuis l'année dernière, en fait, il y a la démarche de seconde main qui a été mise en place. Donc, je ne sais pas si vous avez récemment vu les communications qu'on a pu faire. Et donc ça, c'est venu du constat de la réutilisation en fait, du produit. C'est aussi la meilleure façon en fait, de limiter l'impact. Et la réalité économique, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette tendance de consommation où les gens, et notamment les parents, vont acheter sur Bon Coin, sur Vinted, en fait, des produits qui ont déjà été utilisés. Donc comment nous, en fait, en tant qu'entreprise, en fait, on prend une part à cette nouvelle manière de consommer, aussi parce qu'on a une réalité économique, il faut, et comment en fait on se réinvente dans cette démarche-là. Donc là aujourd'hui on a 13 produits dans notre catalogue, on va dire, qui peuvent être reconditionnés. Donc on rachète soit des consommateurs, soit en fait à des revendeurs sur lesquels il y a eu des invendus. Des produits qui ont été qui sont réparés, donc remis en état, nettoyés, et en fait qui sont revendus à un prix plus bas. 13, l'idée, sur combien? Et j'imagine que l'idée c'est de l'augmenter, ce nombre? Oui, alors c'est de l'augmenter. Aujourd'hui en fait ces 13 produits, c'est parce que c'est ceux qui sont donc on a ciblé pour justement parce qu'ils sont le plus réparables, et aussi parce qu'en fait ils font partie des produits qui sont les plus demandés en seconde main. Aujourd'hui en fait on est plutôt en fait en phase où on va un peu, on va dire, industrialiser cette approche, parce qu'aujourd'hui on est encore sur quelque chose de manuel. Comme tu le disais tout à l'heure, nous on fait produire aujourd'hui les produits, en fait on n'est pas une usine en propre. Et là, en fait, cette démarche, elle nous demande de devenir une unité de production. Donc, ça veut dire que c'est pas exactement le même métier, et ça demande aussi, en fait, de changer un peu certains process et méthodes.
et voir la conception des produits, parce que c'est ce que disait Eric tout à l'heure, le meilleur moyen d'éviter le déchet, ou le recyclage, c'est de ne pas le produire. Oui. Est-ce que ça a amené en fait une réflexion sur l'éco-conception même des... Exactement, et donc en gros, maintenant, parce que donc moi dans mon rôle, je suis au démarrage en fait des projets. Donc je travaille aussi avec les équipes industrielles, les équipes design, les équipes qualité en fait sur la construction des produits. Et donc ça fait l'éco-conception et la façon dont on construit le produit fait maintenant en fait complètement partie de notre démarche pour justement que pour sûr le produit soit réparable et facilement réparable. Parce que par exemple, on ne se rend pas forcément compte que si on a pris une matière qui par exemple est ondulée, c'est hyper difficile à nettoyer. Et ça va prendre peut-être 2 fois plus d'eau pour nettoyer cette pièce. Donc on intègre cette réflexion dans la conception des nouveaux produits qui feront partie, on va dire, des gammes futures et qui rentreront dans la démarche de réparabilité. Tu dis si tu sais pas répondre parce que je sais que tu n'es pas spécialiste, mais sur la question des matériaux, moi j'ai souvenir d'une discussion avec Picture, les vêtements de sport, qui eux aussi sont engagés dans ces réflexions-là et qui disaient en fait sur les matériaux, il faut avoir une démarche et une approche multiple. Parce que, cet exemple m'avait frappé, disait en fait si on prend les bouteilles en plastique là recyclées, en fait à la base c'est censé être du recyclage, mais en fait si on crée un marché de transformation, on risque de créer une filière, c'est-à-dire qu'on produise des bouteilles pour pouvoir les recycler. Donc ça devient complètement absurde et contre-productif, donc il faut être prudent et panacher en fait les solutions. Comment vous, est-ce que ce sujet-là est un sujet chez vous aussi? Alors, sur la partie des matières, oui, c'est un sujet. Et donc, c'est comment en fait on panache, en fait, tu as raison sur ces différentes choses. Après, nous, en fait, on utilise du plastique, on utilise du textile, on utilise de l'électronique. Donc, on a déjà en fait un panaché déjà de matières et sur lequel on essaye de se dire quelle peut être en fait sur chacun des produits qu'est-ce qui aura le plus d'impact. Est-ce que ça va être en fait de limiter la consommation aussi électrique par exemple d'un produit en le rendant peut-être plus efficace, et parce qu'en fait c'est aussi ça qui impacte en fait l'empreinte carbone d'un produit, c'est pas que sa production, ça va être l'utilisation qui va en être faite. Donc en fait on essaye de réfléchir à différentes solutions. Donc par exemple sur le plastique, ça va être sur des matières biosourcées ou des matières recyclées. Tout à l'heure, Eric montrait la Partner Map, qui est un des outils pour appréhender ces parties prenantes et les relations. Est-ce que c'est des outils que vous utilisez, comment, parce qu'en fait, ce qui me fait penser à ça, c'est le sujet de relocalisation d'une production par rapport à un marché. Comment vous abordez en fait cette organisation un peu en étoile et plus centralisée? Alors, on a utilisé plutôt l'analyse de cycle de vie pour essayer de comprendre. Alors, c'est pas possible de faire sur tous les produits. Parce que c'est mine de rien quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui d'aller collecter. Si on veut que ça soit viable, il faut qu'il y ait quand même collecter de la donnée qui prend quand même du temps en fait à aller chercher. Mais c'est en fait une démarche qu'on a fait notamment sur le produit numéro 1 qui est un robot culinaire. Et en fait on a fait justement cette analyse de cycle de vie pour comprendre en fait qu'est-ce qui crée le plus d'impact entre la production jusqu'à en fait la fin de vie du produit. Et c'est là où on s'est rendu compte que donc les deux éléments, c'était justement cette partie production, donc la quantité de matière qu'on va utiliser par exemple, les composants qu'on va utiliser dans le produit, et le deuxième élément c'est l'usage en fait, la consommation électrique du produit, en disant si en fait on veut faire une version
améliorer en fait de ce produit-là, c'est comment on réduit le nombre de pièces, comment on réduit en fait sa taille et comment en fait on améliore, on va dire, son efficacité pour que ça utilise moins d'électricité en fait dans son usage quotidien. C'est un exemple en fait de. Aujourd'hui c'est l'outil qu'on a utilisé, mais on l'a fait pour le moment, on va dire, sur assez peu de produits. Et peut-être tu dis, hein, Eric, si oui. tu veux dire quelque chose. En fait, nous, on utilise des outils de design. On n'aime pas trop avoir des chiffres sous les yeux pour travailler en design, parce qu'en fait, dès qu'on a des chiffres sous les yeux, on est focalisé sur les chiffres. Du coup, ça nous empêche de sortir du cadre et de nous permettre de trouver des solutions qui ne sont pas focalisées sur les chiffres. Et en fait, en design, on oublie les chiffres. On travaille sur la compréhension de la chaîne de valeur. Les impacts, on est capable de les comprendre sans avoir de chiffres. Si j'ai une usine en Inde qui produit pour alimenter la planète et que je délivre 25 marchés de destination, c'est assez simple de comprendre où sont mes impacts. Si je décide de changer de modèle et de me dire, au lieu d'avoir une usine en Inde, j'ai 10 usines de par le monde pour alimenter des marchés locaux, ben, il suffit de calculer les distances parcourues et aujourd'hui on a des données très rapidement. Donc en fait, nous on va conceptualiser de nouveaux modèles et on ira faire des vérifications à la louche sur des gros gains d'impact en fait. Mais on n'est pas focalisé sur le micro-carbone, le micro-ceci. Surtout qu'en fait aujourd'hui, en gros, on ne sait faire que de la comptabilité carbone, mais il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. On oublie l'eau. On oublie la biodiversité, on oublie tout un tas de choses et en fait on n'est pas du tout multicritère dans la manière d'analyser aujourd'hui les modèles. Donc je veux dire, avec un peu d'intelligence, on est capable de comprendre très très vite où sont les gains importants à faire dans un modèle. Là l'exemple de Babymove, eh ben, c'est bien parce que ce qu'il faut comprendre c'est que dans les nouveaux modèles, on va changer d'échelle. Là où on avait mondialiser l'économie, il va falloir reterritorialiser l'économie. Et ça, c'est un véritable enjeu, mais c'est un enjeu pour les territoires de création de valeur, puisque du coup, voilà, on s'aperçoit que on pouvait fabriquer un robot ménager en Chine, l'importer dans des containers, puis le distribuer sur des marchés européens, par exemple, mais dans le réemploi, c'est pas possible. Donc il va falloir travailler à des échelles plus petites. Donc l'économie de l'usage suivant, qu'on appelle nous, enfin tout ce qui est usage suivant, après le premier usage, cette économie-là, elle est forcément territoriale. Sinon, les flux ne permettent pas la viabilité économique. Voilà. Donc si on veut créer des modèles qui sont viables économiquement, il faut réussir à travailler à des échelles petites. Et on a échangé avec Charline. Aujourd'hui, il démarre quelque chose, donc c'est bien parce qu'il y a peu de marques. Ce n'est pas les premiers à se tourner vers développer une offre de seconde main, mais il y a des marques comme Seb qui font des choses déjà depuis pas mal de temps dans cette logique d'éco-conception. Mais en tout cas, c'est louable de partir dans cette démarche. Mais la véritable logique, c'est pas que une ménagère de Brest renvoie chez Babymove à Clermont-Ferrand son ancien robot pour qu'il soit réparé et remis dans le circuit. C'est qu'à Brest, il y a un atelier qui soit capable de réparer le robot de Babymove pour le remettre dans le circuit à Brest. Il faut arrêter de générer des flux. Charline a l'air d'opiner, c'est peut-être pas encore complètement abouti. Mais non, ce sera l'étape 2, ce sera l'étape 2 ou 3 de leur démarche. Et peut-être vu qu'il ne reste que 2-3 minutes, alors d'abord je voudrais remercier Mathis et Blandine, qui sont les deux contributeurs au klaxon. Relayer une question qui concerne l'impact, alors je vais essayer de la lire. Et peut-être te laisser, pendant que je retrouve la question, en quoi les nouvelles réglementations européennes, CSRD, impactent la politique RSE de Babymove. Donc ça c'est la question qui est posée sur le klaxon. Et est-ce que peut-être avant qu'on garde quelques minutes pour les questions, tu peux donner en fait la perspective, et est-ce que vous êtes aussi dans une démarche de labellisation? Il me semble que oui, mais... Et est-ce que c'est un guide, un appui? De labellisation, de labellisation dans quel sens? De votre démarche, de vos produits. Je sais pas si c'était la question de Bicorp. Alors Bicorp, bon, c'est pas moi qui m'en occupe, et j'ai cru comprendre que c'était quand même en fait un cahier des charges qui était extrêmement complexe. Donc ça fait partie en fait des réflexions. Par contre, aujourd'hui, c'est
On est des petites équipes et c'est comment en fait on ne peut pas mener tous les combats en même temps. Sur la partie labellisation, il y a aussi en fait aujourd'hui on a un label qui s'appelle Long Time, donc c'est pour nos baby fun, donc c'est pour une catégorie de produits, mais qui est en fait dans justement cette démarche de réparabilité et de pièces détachées, en fait de pouvoir refournir en fait des pièces détachées pour pouvoir réparer les produits. Donc ça rentre en fait dans cette réflexion de réparabilité, de remettre, pas forcément que remettre sur le marché, mais réparer le produit en fait pour le consommateur. Et après, je me rappelle plus c'était quoi l'autre question. C'est l'impact. Est-ce que ça vous impacte? Est-ce que les normes CSRD vont impacter votre politique RSE? Et ben, je ne suis pas sûr que vous soyez soumis pour l'instant. Non, alors en fait, il y a la loi AGEC pour la partie plutôt France qui nous impacte notamment sur pas mal d'éléments, sur l'utilisation en fait par exemple du plastique pour les emballages, ou en fait on a des choses qui évidemment en fait vont nous impacter à ce niveau-là. Les normes en général, elles impactent d'abord les grosses entreprises. Il y a toujours un temps où on s'attaque d'abord aux gros en termes de réglementation, mais ça arrive en cascade de plus en plus vite sur les petits à cause des contrats de sous-traitance. C'est-à-dire que comme les gros utilisent un panel de sous-traitants dans leurs activités, aujourd'hui, si dans leurs sous-traitants, ils ont des gens qui ne sont pas capables de fournir l'état de leurs impacts, forcément, eux, ils ne sont pas capables de consolider ça au niveau de leurs indicateurs. Donc ça va impacter de plus en plus vite l'ensemble de l'économie, ces nouvelles normes qui arrivent. Et alors là, CSRD, c'est demain. Peut-être juste pour terminer, c'est quoi les perspectives, les objectifs, on va dire, à moyen terme pour Baby Move? Alors, sur la partie production, c'est dans les nouveaux produits en fait, sur lesquels on travaille, c'est de toujours intégrer en fait, les différents indicateurs en fait, qu'on a sur la démarche Green Move et sur la démarche de circularité. C'est de faire grossir, parce que ça aujourd'hui on a lancé en octobre et c'est encore une toute petite partie de notre chiffre d'affaires, mais de vraiment grossir cette démarche et surtout de l'industrialiser en fait, parce qu'aujourd'hui c'est encore très manuel, mais de gérer les flux d'approvisionnement, de trouver aussi, maintenant on est quand même en concurrence avec aussi Le Bon Coin, donc c'est comment est-ce qu'en fait on valorise aussi notre démarche et les produits sont quand même garantis encore une année en fait avec quand ils sont rachetés dans cette démarche de circularité, et ils ont surtout été en fait checkés par nos experts qualité, donc ça veut dire que ça apporte quand même, je pense que ça c'est un des freins pour les parents qui achètent de seconde main, et donc c'est vraiment d'industrialiser cette démarche. Moi, je voudrais juste en 2 secondes illustrer ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas simple. Peut-être que vous avez tous entendu parler cet été du cas Lego, qui a mené une énorme étude pour passer avec des matières recyclées plutôt que des matières vierges. Et en fait, comme ils ont été au bout du comptage, ils se sont aperçus que ça produisait plus d'impact que d'utiliser de la matière vierge. Donc, c'est pas simple de réduire son impact. Maintenant, le Lego, c'est pas un produit qu'on trouve beaucoup dans les décharges. C'est un produit de grande durabilité qui se transmet de génération en génération, et donc en fait c'est un exemple même de durabilité, d'accord? Donc voilà, le plastique, quand il est conçu durable, ce qui est le cas d'un Lego au départ, il ne se casse pas, il dure, il s'emboîte. Ils ont pensé la standardisation de manière à ce que en fait on puisse refaire du Lego. Donc ça c'est des éléments. La standardisation, c'est un des éléments qui permet d'aller vers la durabilité, ce qui n'est pas le cas du design. Quand on veut mettre trop de design, par exemple, sur un produit, souvent ça empêche sa durabilité. C'est le cas des bouteilles, par exemple. Merci, il nous reste genre 3-4 minutes. Est-ce que vous avez des remarques, des questions, des réactions? Oui, alors 2 d'un coup. Tu feras passer ton voisin. Bonjour. Est-ce que dans les réflexions complémentaires sur justement la notion de durabilité, Baby Move réfléchit à des modèles aussi plus sur
l'économie d'usage, Ah, c'est la même question. Vraiment un paiement à l'usage, c'est l'économie de la fonctionnalité en fait. De location par exemple. Comment? Comme la location. Voilà, l'abonnement. Ouais. L'abonnement à l'usage. Premier usage. C'est vrai que c'est aussi des éléments très transformants pour le business model. Ouais. Et ça fait partie des réflexions. De se dire comment en fait parce que ça fait c'est aussi quand un produit on va l'utiliser par exemple pendant 1 an ou même des fois que 6 mois sur cette cible là, donc oui ça fait partie des réflexions à plus on va dire long terme parce qu'aujourd'hui on s'est vraiment centré sur cette démarche de circularité. Mais ça fait, et comment on rend aussi ce business model viable en fait économiquement. Ça fait toujours partie de la réflexion. Ouais. Mais évidemment, on s'est posé cette question. Là aussi, c'est pas tout rose, hein, l'économie de la fonctionnalité. Si on prend le cas des vélos en partage, par exemple, hein, c'est un exemple que tout le monde connaît maintenant, voilà. Bah, ça a créé des cimetières de vélos, hein, en Chine et pas qu'en Chine, en France aussi, ainsi de suite. Pourquoi? Bah, parce qu'on est sur des cycles courts. On remet tous les 3 ans en question le contrat avec l'opérateur, ce qui fait qu'on change toute une flotte de vélos alors qu'elle aurait pu durer, et ainsi de suite. En Chine, ils ont fait ça dans un système hyper concurrentiel. Ça veut dire qu'ils avaient 10 fois plus de vélos sur les trottoirs qu'il n'en aurait fallu pour alimenter le marché. Donc ça veut dire qu'il faut reposer la question du modèle économique. Est-ce qu'il doit être concurrentiel ou pas? Enfin voilà, l'économie de la fonctionnalité, c'est pas... voilà. Et puis dans un robot ménager pour enfants, je ne suis pas sûr qu'on arrive à cette logique-là, si on en a besoin tous les jours. Mais l'exemple de la perceuse, par exemple, il est assez symptomatique, parce que le temps d'utilisation d'une perceuse dans un ménage français, c'est moins de 5 minutes à l'année. Donc là, on pourrait imaginer qu'effectivement, dans une ville, on puisse trouver facilement une perceuse et aller emprunter une perceuse pour percer ces 4 trous et rapporter la perceuse. Si je déplace mon SUV de 2 tonnes pour aller chercher la perceuse qui pèse 2 kilos, t'appelles ça juste. Ouais, alors. Ouais, non, mais alors, si vous voulez, le poids des matières qu'il faut pour fabriquer une perceuse, vous pouvez faire quelques kilomètres avec votre SUV, il n'y a pas de souci. Alors, une dernière, parce que j'ai l'impression que les participants ou les intervenants du prochain sont quasi là. Ils sont bienvenus. 2 minutes. J'ai une question pour Babymove. Je prends l'exemple de Mustela qui a fait la Convention des entreprises pour le climat. Ils ont supprimé certains produits. Donc en puériculture, il y a plein de produits, je suis désolée de le dire, mais un peu inutiles et plein de plastique. Est-ce qu'il y a aussi cette réflexion de ne faire que des produits utiles et abandonner certains produits parce qu'il y a des pubs qu'on voit sur Facebook ou autres où il y a des non-vendeurs. Non, n'achetez pas, c'est pas vraiment utile. À cette démarche-là de moins de produits. Ouais. Alors, de faire moins mais mieux, oui, ça fait partie de la réflexion. Et aujourd'hui, en fait, de se recentrer sur qu'est-ce qui est un produit utile. En fait, il y a une étude qui est sortie récemment de IDM Family. Et donc, oui, les gens voudraient utiliser moins de produits inutiles. Sauf qu'en fait, on ne sait pas définir qu'est-ce qu'un produit inutile. Non, mais par exemple, parce qu'en fait, ça dépend en fait aussi des parents, et en fait chacun va avoir une définition qui est différente. Donc nous en fait on construit toujours notre offre sur justement une étude de marché et pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est nécessaire. Mais voilà, c'est... L'exemple de Mustela, c'est par exemple de faire des groupes de parents pour rendre les enfants propres plus tôt, pour qu'il y ait moins d'utilisation de couches et de lingettes. D'accord. Okay. Par exemple. Oui, je Alors, pardon, je rigole parce qu'en fait, derrière nous, on nous fait des grands signes. Ils sont comme 3000 ça. devant la porte à attendre qu'on libère la salle. Mais merci beaucoup. Après, on peut poursuivre. Oui.